Marcus Phillips était assis sur la terrasse arrière de sa modeste maison à 2 étages à Cedar Falls, observant son fils de 12 ans, Caleb, pratiquer la position défensive de base qu'il lui avait enseignée. La posture du garçon était négligée, ses coudes trop écartés, sa répartition du poids complètement erronée, mais Marcus ne le corrigea pas. Certaines leçons devaient s'apprendre par l'échec. « Papa, ça fait bizarre, » dit Caleb en baissant les mains. « Pourquoi je ne peux pas juste éviter les ennuis comme tu le dis toujours ?» Marcus sirota son café, le soleil de fin d'après-midi réchauffant son visage buriné. À 42 ans, il se comportait avec la confiance tranquille d'un homme qui avait vu le pire de l'humanité et qui avait fait la paix avec cela. Les cicatrices sur ses jointures racontèrent des histoires qu'il ne partagerait jamais avec son fils. Éviter les ennuis est toujours le plan A, mais parfois les ennuis ne te laissent pas le choix. 6 ans dans l'armée, dont 12 avec la Delta Force, 8 en tant qu'instructeur principal au combat au corps à corps, formant les soldats les plus élites du monde à tuer à main nue. À présent, il passait ses journées à diriger un petit centre d'autodéfense au centre-ville, enseignant à des femmes au foyer des banlieues et à des employés de bureau comment donner un coup de poing correct. La transition n'avait pas été facile. Quand Lydia était morte 3 ans plus tôt, le cancer avait été rapide. Miséricordieux dans sa brutalité, Marcus s'était enterré dans le travail et le whisky pendant 6 mois avant que la souffrance silencieuse de Caleb ne le ramène à la raison. Le garçon avait perdu sa mère, il ne perdrait pas son père aussi. On peut arrêter? Je veux finir mes devoirs avant le dîner? Les yeux bruns de Caleb, si semblables à ceux de Lydia, le regardèrent avec espoir. Vas-y, je vais allumer le barbecue. Marcus regarda son fils disparaître à l'intérieur, notant la légère courbure de ses épaules qui n'étaient pas là 1 mois plus tôt. Quelque chose n'allait pas. Il avait remarqué les changements progressivement. Les sourires forcés, la réticence à aller à l'école, la façon dont Caleb sursautait chaque fois que son téléphone vibrait. Marcus avait servi lors de 3 tours de combat. Il savait à quoi ressemblait la peur. Même quand elle essayait de se cacher, il lui donnerait 1 semaine de plus. Si Caleb ne venait pas à lui, il commencerait à poser des questions. Le lendemain matin, Marcus déposa Caleb au collège de Cedar Falls et le regarda franchir les portes d'entrée. Les pas de son fils ralentirent en approchant d'un groupe de garçons près de l'entrée. L'un d'eux, Grand, aux épaules larges, avec l'allure d'un garçon à qui on n'avait jamais dit non, se planta sur le chemin de Caleb. Marcus resserra sa prise sur le volant. Le grand garçon dit quelque chose. Caleb baissa les yeux. Les autres garçons rirent. Puis ils le laissèrent passer, mais pas avant que l'un d'eux ne le pousse à l'épaule. Faisant glisser son sac à dos, Marcus sortit de la voiture avant même de s'en rendre compte. « Monsieur Phillips !» Une voix de femme l'arrêta. April Schroeder, la conseillère d'orientation de l'école, s'approcha avec un porte-bloc pressé contre sa poitrine. « Tout va bien ?» Marcus força ses mains à se détendre. « Qui est ce garçon ? Celui qui vient de pousser mon fils ?» April suivit son regard et son expression changea. Quelque chose entre l'inquiétude et la résignation. C'est Trent McBride. Son père est Edgar McBride. Le nom ne disait rien à Marcus. Et son père donne 300 000 $ par an à cette école, a construit le nouveau gymnase, a financé le laboratoire informatique. La voix d'April baissa. Si vous pensez à porter plainte, je pense à avoir une conversation. Monsieur Phillips, s'il vous plaît, laissez-moi m'en occuper. Je vais parler à Trent. Parler à son père? Combien de fois leur avez-vous déjà parlé? Le silence d'April fut une réponse suffisante. Ce soir-là, Marcus attendit que Caleb ait fini son dîner avant de tirer une chaise à côté de lui à la table de la cuisine. J'ai vu ce qui s'est passé ce matin. La fourchette de Caleb se figea à mi-chemin de sa bouche. Ce n'est rien. Ça dure depuis combien de temps? Papa. Caleb. Le garçon posa sa fourchette. Quand il leva les yeux, Marcus vit la honte brûler dans son regard et quelque chose en lui se brisa. Environ 2 mois, peut-être 3. La voix de Caleb n'était qu'un murmure. Trent embête tout le monde. Mais il me déteste vraiment. Depuis que je l'ai battu à la foire scientifique, t'a-t-il fait du mal? Une longue pause, puis un petit hochement de tête. Marcus garda sa respiration régulière, son visage neutre, même si une fureur froide bouillonnait dans sa poitrine. Qu'a-t-il fait? Il me pousse dans les casiers, vole mon argent de déjeuner, poste des trucs sur moi en ligne. Caleb s'essuya les yeux. La semaine dernière, il m'a coincé dans les toilettes. Lui et ses amis, ils m'ont forcé à me mettre à genoux et à les supplier de me laisser partir. Ils l'ont enregistré. La vision de Marcus vira au rouge sur les bords. J'ai supprimé la vidéo partout où je pouvais la trouver. Maes, la voix de Caleb se brisa. Papa, je ne voulais pas te le dire parce que je savais que tu serais déçu. Tu parles toujours de se défendre et je n'ai pas pu.
Marcus serra son fils dans ses bras, le tenant fort. « Écoute-moi, tu n'as rien à avoir honte. Rien. Ce garçon est un lâche qui s'entoure d'autres lâches. Ce n'est pas de la force. C'est de la faiblesse qui porte un masque. Qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, on va faire ça de la bonne façon. La police de l'école. Leur donner une chance de réparer. » Marcus se recula, regardant son fils dans les yeux. « Et s'ils ne le font pas? » Alors, Marcus sourit, mais sans chaleur. « Alors on le fait à ma façon. » Les 3 semaines suivantes furent un exercice de futilité bureaucratique. Marcus rencontra la directrice Catherine Russell, une femme nerveuse qui se tordait les mains et parlait en cercle sur l'enquête de la situation et l'audition équitable de toutes les parties. Rien ne se passa. Il déposa un rapport au département de police de Cedar Falls. Le détective Bill Walls, un homme corpulent, aux yeux fatigués, prit sa déclaration et promit d'enquêter. 3 jours plus tard, il appela pour dire qu'il n'y avait pas assez de preuves pour poursuivre. La vidéo, personne ne pouvait la trouver. Et sans elle, c'était juste la parole de son fils contre celle de Tran McBride. « Mon fils ne ment pas. Je ne dis pas qu'il ment. Mais Edgar McBride a des avocats, des bons. À moins que vous ne vouliez passer les 2 prochaines années au tribunal, à combattre un procès en diffamation. » Marcus raccrocha. Il passa la semaine suivante à faire ses propres recherches. Edgar McBride n'était pas seulement riche. Il était connecté. Son entreprise, McBride Development, avait construit la moitié des propriétés commerciales à Cedar Falls. Il siégeait au conseil municipal. Il jouait au golf avec le maire. Son argent finançait la collecte de fonds annuels de l'association bienveillante de la police. Mais il y avait plus. Marcus avait encore des amis dans la communauté du renseignement. L'un d'eux, un ancien collègue nommé Gustavo Hamilton, qui travaillait maintenant dans la sécurité privée, lui devait plusieurs faveurs. « Edgar McBride est sale », lui dit Gustavo via un chat crypté. « Rien de prouvé, mais il y a des rumeurs, tactiques d'intimidation sur les concurrents. Intimidation. Il y a quelques années, un entrepreneur qui refusait de vendre son entreprise à McBride a vu sa maison incendiée. Jamais résolu. Et son équipe, il garde 8 gars sur sa paye, les appelle principalement des superviseurs de site. Quelques anciens combattants de MMA qui n'ont pas réussi professionnellement, ils s'occupent de ces problèmes. Certains d'entre eux ont-ils un passé militaire? 2 de l'armée, mais rien de spécial. Définitivement pas d'opération spéciale. Marcus rangea cette information. « Merci. Gus Marcus. Quoi que tu penses, sois prudent. Ce type ne joue pas selon les règles. Moi non plus. » La goutte d'eau finale arriva un vendredi après-midi. Caleb rentra à la maison avec un œil au beurre noir et une lèvre fendue. Il ne voulait pas parler de ce qui s'était passé. Il alla directement dans sa chambre et verrouilla la porte. Marcus trouva une vidéo 25 minutes plus tard. Quelqu'un l'avait postée sur un nouveau compte. Caleb à genoux dans les toilettes de l'école, les larmes coulant sur son visage pendant que Tran McBride se tenait au-dessus de lui en riant. « Redis-le, loser », dit « Je suis un misérable déchet ». La vidéo avait été vue 40 000 fois. Marcus la regarda une fois, puis il enfonça son poing dans le mur. Le lendemain matin, il entra dans l'école et demanda une réunion immédiate avec la directrice Russell. « Monsieur Phillips, je comprends que vous soyez contrarié. Je suis au-delà de contrarié. » Marcus posa son téléphone sur son bureau. La vidéo jouait « C'est une agression, c'est du harcèlement. C'est un crime que votre école a permis et que vous n'avez rien fait pour arrêter. » Le visage de la directrice Russell pâlit. « Je n'étais pas au courant. Vous l'êtes maintenant? Donc, voilà ce qui va se passer. Vous allez expulser Tran McBride aujourd'hui, ou j'irai à toutes les chaînes de nouvelles de l'État avec cette vidéo et vos emails où vous promettez de gérer la situation. » Les mains de la directrice tremblèrent. « Monsieur Phillips, Edgar McBride est. Je me fiche de qui est Edgar McBride. Je me soucie de mon fils. Et si vous ne le protégez pas, je le ferai. » Il partit sans attendre de réponse. Le lundi, Tran McBride avait été suspendu pour 2 semaines. Le mardi, Marcus reçut son premier appel d'Edgar McBride. « Vous devez être le papa Delta Force dont j'ai entendu parler. » La voix était suave, confiante, dégoulinante de condescendance. « Vous avez fait renvoyer mon garçon de l'école? Votre garçon s'est fait suspendre lui-même, et ça aurait dû être une expulsion. Laissez-moi vous expliquer comment ça marche à Cedar Falls. Monsieur Phillips, j'ai construit cette ville. Je possède cette ville. Et personne ne dit à ma famille ce qu'elle doit faire. Votre fils est un tyran qui a agressé mon enfant. Si vous voulez discuter comme des adultes, voilà ce qu'on va discuter. Vous allez convaincre cette directrice d'annuler la suspension de mon fils. Vous allez faire en sorte que votre garçon s'excuse publiquement auprès de Tran. Et ensuite vous apprendrez votre place. » Marcus rit, un rire sincère et surpris. « Monsieur McBride,
J'ai été menacé par des terroristes, des seigneurs de guerre et des hommes qui ont fait carrière dans le meurtre. Vous ne comptez même pas, on verra ça. La ligne se coupa. 3 jours plus tard, un jeudi soir tranquille. Marcus nettoyait après le dîner quand il vit des phares inonder son allée, une voiture, puis une autre, puis une troisième. Il alla à la fenêtre avant, un SUV noir coûteux menait le convoi, suivi de 2 fourgonnettes blanches. Les portes s'ouvrirent et des hommes en sortirent, 8 d'entre eux se déployant sur sa pelouse comme s'ils en étaient propriétaires. Ils étaient grands, d'apparence rude, le genre d'hommes qui résolvaient les problèmes avec leurs poings. Et là, sortant du SUV, Edgar McBride. Edgar était grand, aux cheveux argentés, avec le visage bronzé d'un homme qui passait ses week-ends sur son yacht. Il portait une veste de sport qui coûtait plus cher que la voiture de la plupart des gens, et il marchait avec l'arrogance décontractée de quelqu'un qui n'avait jamais affronté de conséquences dans sa vie. « Papa ?» Caleb apparut en haut des escaliers, les yeux écarquillés. « Qu'est-ce qui se passe ? Va dans ta chambre, verrouille la porte. Ne sors pas tant que je ne te le dis pas. Mais, maintenant, Caleb. » Le garçon courut. Marcus alla à la porte d'entrée et l'ouvrit avant qu'Edgar ne puisse frapper. Il sortit sur la terrasse. Refermant la porte derrière lui, Edgar sourit. Un sourire de loup. « Monsieur Phillips, nous devons avoir une conversation sur votre fils. Mon fils est à l'intérieur. Tout ce que vous avez à dire, vous me le dites à moi. D'accord ?» Edgar fit un geste vers ces hommes qui formèrent un demi-cercle lâche derrière lui. « Votre gamin a cafeté, a fait suspendre mon garçon, m'a fait passer pour un idiot devant la moitié de la ville. » Il se pencha près, son haleine chaude de whisky. « Maintenant, on va vous apprendre à tous les deux ce qui arrive quand quelqu'un s'en prend à la famille McBride. » Marcus regarda au-delà d'Edgar vers les 8 hommes. Il les évalua en quelques secondes. Leur posture, leur physique, leur façon de se tenir. 2 avaient de l'expérience au combat, visible dans leur équilibre. Les autres étaient juste grands, intimidants pour les civils, mais non entraînés. « Monsieur McBride, je vais vous donner une chance de monter dans votre voiture et de partir. » Edgar rit. « Ou quoi ? Ou je vais blesser chacun de vos hommes et ensuite je vais vous blesser 8 contre 1. Vous êtes soit fou, soit stupide. » Marcus sourit. « 16 ans dans la Delta Force. J'étais leur instructeur au combat, au corps à corps. J'ai formé des soldats à tuer des gens comme vos hommes au petit déjeuner. » Pour la première fois, l'incertitude scintilla dans les yeux d'Edgar, mais l'orgueil était une chose puissante. Il se tourna vers son équipe. « Attrapez-le !» Le premier homme avança. Marcus le laissa venir. L'homme, Grand, au cou épais, probablement videur dans une vie antérieure, lança un large crochet du droit qui se télégraphia d'1 kilomètre. Marcus esquiva, attrapa le bras et utilisa l'élan de l'homme contre lui, une torsion sèche, un craquement d'os, et le premier attaquant hurlait au sol. Temps écoulé 8 secondes. Les 2 suivants arrivèrent ensemble, plus intelligents que le premier. L'un lança un jab pendant que l'autre essayait de l'attraper par derrière. Marcus bloqua le jab, le redirigea vers le visage de l'agrippeur, puis enfonça son coude dans le plexus solaire du frappeur. Les 2 hommes tombèrent. 22 secondes. Les 4e et 5e avaient une formation en MMA. Marcus le vit à la façon dont il tournait, gardant la distance, cherchant des ouvertures. Il ne leur en donna pas. Il combla l'écart sur le plus proche, attrapa son coup de pied, balaya sa jambe d'appui et piétina son genou en tombant. L'autre lança une combinaison techniquement solide mais trop lente. Marcus glissa dessous, délivra 3 coups rapides aux côtes et finit par une frappe de paume au menton. 51 secondes, les 6e et 7e décidèrent de le charger simultanément. Marcus se baissa, les laissant se percuter, puis se releva avec des uppercuts dévastateurs aux 2 mâchoires. Ils tombèrent comme des pierres. 1 minute 14 secondes, le 8e homme, le plus grand du lot, avait sorti un couteau. « Viens donc !» dit Marcus. Sa respiration à peine accélérée, l'homme se lança. Marcus redirigea la lame, la lui arracha de la main et lui brisa le poignet d'un mouvement fluide. Un genou au ventre le plia en 2. Un coude à l'arrière de la tête le mit à terre. 1 minute 38 secondes, 8 hommes au sol. Certains gémissaient, d'autres inconscients, aucun ne se relevait. Marcus se tourna vers Edgar McBride. L'homme d'affaires aux cheveux argentés avait pâli, son sourire confiant remplacé par une terreur brute. Il recula en trébuchant, tombant sur l'un de ces hommes tombés. « Attendez, attendez, parlons-en. » Marcus l'attrapa par le col et le traîna à travers la pelouse, passant les corps gémissants jusqu'à la terrasse. Caleb, un moment plus tard, son fils apparut à la fenêtre de l'étage.
Descends. Caleb sortit par la porte d'entrée, les yeux écarquillés en voyant la scène, 8 hommes éparpillés sur la pelouse comme des feuilles mortes, son père tenant l'homme le plus puissant de Cedar Falls par la gorge. « C'est l'homme dont le fils t'a fait du mal, » dit Marcus calmement. « C'est l'homme qui est venu à notre maison pour nous menacer, pour nous blesser. » Caleb fixa Edgar, et quelque chose changea sur le visage du garçon. La peur était toujours là. Mais en dessous, quelque chose de plus dur prenait forme. « Que veux-tu que je fasse de lui ?» demanda Marcus. Edgar pleurait maintenant. Vraiment en pleurs? Ses vêtements de designer tachés d'herbe et de terre. « S'il vous plaît, j'ai de l'argent. Je vous donnerai n'importe quoi. » Caleb regarda son père, puis Edgar, puis il sourit. Un petit sourire froid qui rappelait à Marcus lui-même. « Fais-le supplier, » dit Caleb. « Comme il m'a fait supplier. » Marcus hocha la tête. « Tu l'as entendu ?» Il força Edgar à genoux sur la terrasse, juste devant son fils. « Dis-le. » « Dire quoi ? Tu sais quoi ? Les mêmes mots que ton fils a fait dire au mien. » Le visage d'Edgar s'effondra. « Marcus resserra sa prise. Plus fort. « Je suis un misérable déchet. Encore. Je suis un misérable déchet. S'il vous plaît, ne me faites pas de mal. Et que dis-tu à mon fils ?» Edgar leva les yeux vers Caleb, les larmes coulant sur son visage. « Je suis désolé pour tout. Pour mon fils, pour ce soir, pour tout ça. » Marcus le relâcha et Edgar s'effondra sur la terrasse, sanglotant. « Caleb, rentre et appelle le 911. Dis-leur qu'on a eu des intrus. » Son fils hésita, puis hocha la tête et disparut à l'intérieur. Marcus s'accroupit à côté d'Edgar. « Ce n'est pas fini. Tu comprends ça ? Hein ?» Ce soir n'était que le début. Les yeux d'Edgar s'écarquillèrent. « Quoi ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Tu es venu à ma maison avec 8 hommes pour blesser mon fils ? Tu penses que l'humiliation suffit ? Tu penses que quelques os brisés nous mettent à égalité ? Qu'est-ce que vous voulez ?» Marcus se leva. « Je veux que tu passes chaque jour du reste de ta vie à te demander quand l'autre chaussure va tomber. Je veux que tu regardes par-dessus ton épaule chaque fois que tu marches dans la rue. Je veux que tu saches que tout ce que tu as construit, tout ce que tu as fait, va s'effondrer. Vous ne pouvez pas. J'ai des avocats, des connexions et j'ai du temps. » Marcus sourit. « Tout le temps du monde ?» Les premières ambulances arrivèrent 12 minutes plus tard. La salle d'urgence de l'hôpital général de Cedar Falls était un chaos. 8 hommes dans divers états de brisure, poignets éclatés, épaules disloquées, côtes fracturées, un avec une blessure au couteau de sa propre lame. Les infirmières travaillèrent toute la nuit à les traiter pendant que le détective Bill Walsh s'asseyait en face de Marcus dans une salle d'interrogatoire. « 8 gars, » dit Walsh en relisant ses notes. « 8 gars sont venus chez vous avec Edgar McBride et vous les avez tous mis à terre tout seuls. Légitime défense. » Je vois ça, on en a déjà 3 qui parlent, essayant de négocier, agression avec intention. Complot. L'un d'eux a mentionné que McBride leur a payé un bonus pour la visite de ce soir. Walls ferma son carnet. Je ne vous arrête pas, c'est clair et net. Mais Marcus, vous vous êtes fait un ennemi puissant ce soir. Je me suis fait un ennemi puissant quand je suis arrivé dans cette ville et que mon fils a battu le sien à la foire scientifique. Walls hocha la tête sombrement. Surveillez vos arrières. La semaine suivante, Marcus installa des caméras autour de sa propriété, il varia ses itinéraires vers et depuis le centre d'entraînement, il apprit à Caleb quoi faire si quelqu'un l'approchait. Mais la représaille attendue ne vint pas, du moins pas de la façon qu'il aurait pu prédire. Ce qui vint à la place fut plus subtil, plus insidieux. Sa licence d'entreprise fut soudainement en révision. Le département de la santé cita son centre d'entraînement pour des violations qui n'avaient jamais existé auparavant. 2 de ses élèves à long terme annulèrent leurs abonnements, expliquant penaudement qu'on leur avait conseillé de s'entraîner ailleurs. « Conseillé par qui ?» demanda Marcus à l'une d'elles. « Debbie Meyer, une divorcée d'une 40aine d'années qui prenait des cours d'autodéfense depuis 6 mois. Mon patron, admit-elle, la compagnie de M. McBride gère la sécurité de notre bâtiment. Il a été très clair que s'associer avec vous pourrait être problématique. » Marcus sourit poliment et lui souhaita bonne chance. Puis il rentra et commença à passer des appels. Gustavo Hamilton arriva à Cedar Falls 2 jours plus tard. Il était bâti comme un réfrigérateur et se déplaçait comme un chat, le genre d'homme qui avait l'air mal à l'aise dans autre chose que du matériel tactique. « Tu as l'air en forme pour un gars qui vient d'affronter 8 hommes ?» dit Gustavo en serrant la main de Marcus. Il n'était pas impressionnant. « Non, mais leur patron l'est ?» J'ai creusé plus profondément sur McBride depuis notre dernier échange. Ce type a des saletés remontant à 20 ans. Évasion fiscale. Corruption, intimidation de témoins. Le problème, c'est que quiconque pourrait témoigner disparaît ou change son histoire.
et les preuves physiques. C'est là que ça devient intéressant. Gustavo fit glisser un dossier sur la table. Il y a un entrepreneur nommé Abel Owen qui était le gars de référence de McBride pour ses projets les plus douteux, faux permis, matériaux de qualité inférieure. Tout ça, ils se sont disputés il y a environ 2 ans. Owen vit hors réseau depuis, mais je l'ai trouvé... Marcus ouvrit le dossier. Une photo montrait un homme mince, à l'air nerveux, avec une barbe grisonnante. Il parlera, il est terrifié, mais il en a aussi marre de se cacher. S'il avait de la protection, s'il croyait que McBride pouvait vraiment tomber, ouais. Je pense qu'il parlerait, alors faisons-lui y croire. Abel Owen vivait dans une caravane en périphérie de la ville, entouré d'assez de caméras de sécurité pour rivaliser avec une installation militaire. Quand Marcus et Gustavo s'arrêtèrent, un rideau bougea, suivi du bruit de plusieurs verrous se déverrouillant. La porte s'ouvrit d'1 centimètre. Qui vous envoie ? Personne ne nous envoie. Je m'appelle Marcus Phillips. J'ai eu un accrochage avec Edgar McBride récemment. Le gars qui a mis toute son équipe à l'hôpital. Les yeux d'Abel s'écarquillèrent. C'était vous ? C'était moi ? Et maintenant ? Je cherche à finir ce que j'ai commencé. J'ai entendu que vous pourriez aider. Abel les étudia longuement, puis ouvrit la porte. Vous feriez mieux d'entrer ? La caravane était encombrée mais propre, chaque surface couverte de dossiers et de photos. Abel avait mené sa propre enquête pendant des années, documentant tout ce que McBride avait fait. J'ai travaillé pour lui pendant 7 ans, dit Abel en étalant des documents sur une table pliante. J'ai fait tout ce qu'il demandait. J'ai fermé les yeux quand je n'aurais pas dû... Puis, il m'a demandé de signer des rapports d'inspection pour un lotissement. Des rapports que je savais faux. J'ai refusé et toute ma vie s'est effondrée. Perdu mon entreprise. Perdu ma femme, presque perdu ma vie quand quelqu'un a coupé mes freins. Et vous avez gardé tout ça comme assurance. Tant que j'ai ces fichiers, McBride ne peut pas me tuer sans risquer que tout sorte. Abel rit amèrement, mais il le sait aussi. Impasse depuis 2 ans, Marcus examina les documents, permis falsifiés, registre de société écran, photos de bâtiments avec des défauts structurels évidents. C'est assez pour le faire tomber, assez pour lancer des enquêtes. Mais McBride possède la moitié des gens qui mèneraient ces enquêtes. Vous avez besoin de quelqu'un hors de sa portée. FBI, peut-être des procureurs fédéraux. Je connais peut-être quelqu'un, dit Gustavo. Ce quelqu'un s'avéra être Jacqueline Pierce, une procureure fédérale avec qui Marcus avait travaillé pendant ses jours à la Delta Force. Elle enquêtait sur les liens du crime organisé dans le développement immobilier, et le nom de McBride avait croisé son bureau plus d'une fois. Je veux monter un dossier contre McBride depuis des années, dit-elle à Marcus via une ligne sécurisée, mais il s'est isolé. Chaque témoin se rétracte ou disparaît. J'ai un témoin qui ne se rétractera pas et de la documentation remontant presque à une décennie. Il y eut une pause. Ce serait significatif. Il y a une condition. Cet homme, Abel Owen, vit dans la peur depuis 2 ans. Il a besoin de protection, une vraie protection. Si son témoignage est aussi solide que vous le dites, on peut arranger la protection des témoins. Mais Marcus, je dois que vous compreniez, monter un dossier fédéral prend du temps. Des mois, peut-être plus. Quel que soit votre conflit personnel avec McBride, vous ne pouvez pas interférer avec notre enquête. Marcus sourit. Je n'y songerai même pas. Pendant que Gustavo coordonnait avec Jacqueline Pierce, Marcus se concentra sur un autre front. La vidéo de l'humiliation de Caleb avait été retirée des réseaux sociaux, mais les dommages étaient faits. Son fils faisait maintenant l'école à la maison. Choix de Caleb, que Marcus soutenait complètement, mais le garçon portait encore les cicatrices. « Je déteste qu'il s'en soit tiré », dit Caleb un soir, sans lever les yeux de ses devoirs. Tran est de retour à l'école et agit comme si rien ne s'était passé. Il ne s'en est pas tiré. Pas vraiment. Son père est venu à notre maison avec 8 gars et je les ai battus. Et alors ? Il est toujours riche, toujours puissant. Tran dit encore à tout le monde à l'école que son père va nous poursuivre. Caleb leva enfin les yeux. Qu'en paie-t-il vraiment pour ce qu'il a fait ? Marcus réfléchit soigneusement à sa réponse. Ton grand-père, mon père, était un homme violent. Il croyait que chaque problème pouvait être résolu par la force. Quand quelqu'un lui faisait du tort, il ripostait immédiatement sans penser aux conséquences. Il a passé la moitié de sa vie en prison à cause de ça. Alors, on ne fait rien. Non, on fait quelque chose de différent. De mieux, Marcus s'assit en face de son fils. La vraie force n'est pas juste de gagner des combats. C'est de choisir le bon combat au bon moment de la bonne façon. Edgar McBride va payer pour tout ce qu'il a fait. Mais ce sera complet. Total. Quand il tombera, il ne se relèvera pas. Oh ! Tu verras, le mois suivant fut calme en surface, mais Marcus était loin d'être inactif.
Il contacta d'autres personnes que McBride avait lésées au fil des ans, Calvin Sheldon, un ancien associé en affaires qui avait été évincé d'un accord de développement lucratif, Francisco Hogan, dont la mère avait été forcée de vendre sa propriété en dessous de la valeur du marché, Mickey Murphy, un ancien employé licencié après avoir signalé des violations de sécurité. Chacun avait une pièce du puzzle, chacun avait des griefs qu'il pensait ne jamais pouvoir régler. « Qu'est-ce que tu construis ?» demanda Gustavo un soir, en examinant le réseau de connexions que Marcus avait cartographié. « Une armée ? Ce ne sont pas des soldats, Marcus. Ce sont des civils. Qu'attends-tu exactement d'eux ? Rien de physique, rien d'illégal. J'ai juste besoin qu'ils disent la vérité tous en même temps d'une façon que McBride ne puisse pas étouffer. » Marcus pointa une date cerclée sur son calendrier. 3 semaines plus tard, les Cedar Falls Business Excellence Awards. McBride reçoit un prix pour l'ensemble de sa carrière. Chaque personne influente de la région sera là, et c'est là qu'on fait s'effondrer tout son château de cartes. Mais Edgar McBride n'était pas content d'attendre. Une semaine avant la cérémonie des prix, Marcus rentra chez lui pour trouver sa porte d'entrée ouverte. Sa main alla instinctivement au couteau qu'il gardait attaché à sa cheville, tandis qu'il parcourait la maison, vérifiant chaque pièce. Il les trouva dans la chambre de son fils. Trent McBride, flanqué de 2 garçons que Marcus ne reconnaissait pas, se tenait au-dessus du bureau de Caleb. L'un fouillait dans ses tiroirs, un autre avait une bombe de peinture à la main, des mots obscènes décoraient déjà les murs, et Trent tenait l'ordinateur portable de Caleb, souriant comme s'il avait gagné à la loterie. « Sortez de ma maison », dit Marcus calmement. Trent se tourna et, pendant un instant, la peur scintilla dans ses yeux. Puis la bravade prit le dessus. « Ou quoi ? Vous ne pouvez pas me toucher ? Les avocats de mon père l'ont dit. Tout ce que vous faites à un mineur, ils vous détruiront. Je n'ai pas besoin de te toucher. » Marcus s'approcha et les 3 garçons reculèrent malgré eux. « Mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Trent, les avocats de ton père ne l'aideront pas là où il va. Et quand sa protection disparaîtra, que penses-tu qu'il t'arrive ?» Le sourire de Trent vacilla. « Vous êtes juste... Je suis l'homme qui a mis 8 des meilleurs gars de ton père à l'hôpital sans transpirer. Je suis l'homme qui monte un dossier contre ta famille depuis 2 mois. Et je suis l'homme qui va apprécier de voir tout ce que tu as te être enlevé. » Marcus tendit la main et arracha l'ordinateur des mains figées de Trent. « Maintenant, sors de ma maison et dis à ton père que si quelqu'un remet les pieds sur ma propriété, je n'appellerai pas la police. Je m'en occuperai moi-même comme je me suis occupé de ses amis. » Les 3 garçons s'enfuirent. Marcus déposa un rapport de police. Intrusion, vandalisme, tentative de vol. Les accusations n'iraient probablement nulle part. Mais ce n'était pas le but. Le but était la documentation. Le but était de construire un schéma. Ce soir-là, alors qu'il frottait la peinture des murs de la chambre de Caleb, son téléphone vibra. Le numéro d'Edgar McBride. « Vous avez menacé mon fils ? Votre fils est entré par effraction chez moi. Considérez-le chanceux que je l'ai laissé sortir. Vous êtes fini ? Vous comprenez ça ? Je me fiche du nombre de témoins que vous pensez avoir. Je me fiche des preuves que vous pensez avoir rassemblées. Je vais vous enterrer, vous et votre gamin. Monsieur McBride, dit Marcus calmement, vous êtes le bienvenu pour essayer... Mais je devrais vous avertir, j'ai affronté des ennemis bien plus dangereux que vous, et ils sont tous morts. » Il raccrocha. Le centre de convention de Cedar Falls était rempli à capacité pour les Business Excellence Awards. Des lustres scintillaient au plafond. Des serveurs en veste blanche impeccables naviguaient entre les groupes des élites de la ville. À la table d'honneur, Edgar McBride tenait court. Acceptant les félicitations pour son prix à venir pour l'ensemble de sa carrière, avec le charme facile d'un homme qui se croyait intouchable, Marcus observait depuis une table d'angle Gustavo à ses côtés. Tout le monde est en position. Abel est en coulisses avec Jacqueline Pierce. Calvin, Francisco et les autres sont dispersés dans la foule. La presse est là, les nouvelles locales, plus ce reporter d'investigation du journal d'État que tu as averti, et du côté technique, Cory a installé le système de présentation il y a 1 heure. Il ne manque que le signal. Marcus hocha la tête. Cory Moore était un spécialiste en technologie qui avait aidé Marcus pendant ses jours militaires. Quand Marcus lui avait expliqué ce dont il avait besoin, Cory avait conduit 6 heures pour le faire. Le dîner se déroula normalement. Poulet caoutchouteux, Discourse fades, applaudissements polis. Edgar McBride riait trop fort à des blagues qui n'étaient pas drôles et serrait la main de gens qui lui devaient des faveurs. Il n'avait aucune idée de ce qui arrivait. À 21h, le maître de cérémonie monta sur scène. Et maintenant, le moment que nous attendions tous,
Le prix pour l'ensemble de la carrière de cette année va à un homme qui a façonné Cedar Falls en la communauté florissante qu'elle est aujourd'hui. Le téléphone de Marcus vibra, un message de Caleb. Bonne chance, papa. Il sourit et répondit « Regarde les nouvelles ce soir. Veuillez m'accompagner pour accueillir Edgar McBride. » Les applaudissements remplirent la salle alors qu'Edgar se levait de son siège. Ajustant sa cravate avec une modestie pratiquée, il traversa jusqu'au podium, accepta le trophée en cristal et se pencha vers le microphone. « Merci, merci à tous. Cet honneur signifie plus pour moi que je ne peux l'exprimer. » L'écran derrière lui scintilla. Edgar pause, jetant un regard en arrière. La présentation PowerPoint, qui aurait dû afficher des photos de son travail caritatif, montra autre chose entièrement. Des documents, des registres financiers, des rapports d'inspection falsifiés, et le plus accablant, des photos, Edgar rencontrant des hommes qui n'étaient clairement pas des associés légitimes, remettant des enveloppes d'argent, se tenant à côté de bâtiments condamnés après des échecs de construction qu'il avait approuvés. La salle devint silencieuse. Qu'est-ce que c'est que ça ? Edgar se précipita sur les contrôles du podium, mais la présentation continua à défiler, chaque diapositive plus accablante que la précédente. Un enregistrement commença à jouer, la voix d'Edgar capturée lors d'un appel qu'il ne savait pas surveiller. Si Owen ne recule pas, assurez-vous qu'il est un accident. Rien de fatal, juste assez pour envoyer un message. Des halètements parcoururent la foule. Le maire connaît la musique ? Il gardera l'enquête enterrée tant que nous finançons sa campagne. Quelqu'un cria. Edgar appuyait frénétiquement sur les boutons, mais la présentation ne pouvait pas être arrêtée. Ces bâtiments tiendront quelques années, d'ici à ce que quelqu'un remarque les problèmes de fondation. Je serai à la retraite aux Bahamas. Les lumières s'allumèrent et des agents fédéraux envahirent le centre de convention. Marcus regarda Jacqueline Pierce s'approcher d'Edgar McBride avec un mandat dans une main et des menottes dans l'autre. « Edgar McBride, vous êtes en état d'arrestation pour complot en vue de fraude. Corruption de fonctionnaires, intimidation de témoins et racket. Vous avez le droit de garder le silence. » Les yeux d'Edgar balayèrent la foule follement et ils se posèrent sur Marcus, une haine pure. Marcus leva son verre en un toast silencieux. Les 3 mois suivants furent un défilé de conséquences. L'enquête fédérale s'étendit au-delà des attentes de quiconque. Tout le réseau d'Edgar s'effondra. Fonctionnaires municipaux corrompus, entrepreneurs compromis, société écran couvrant 3 États, 22 personnes furent inculpées. Edgar lui-même faisait face à plus de 40 chefs d'accusation. Ses actifs furent gelés, son entreprise dissoute, sa belle maison sur la colline saisie par le gouvernement. Sa femme, Merle McBride, demanda le divorce et disparut chez sa sœur dans un autre État. En entrant avec elle, Marcus suivit les nouvelles avec satisfaction, mais il n'avait pas fini. Il visita Edgar une fois à la prison du comté où il était détenu en attendant le procès. L'homme d'affaires aux cheveux argentés ne ressemblait en rien à l'homme arrogant qui avait marché sur la pelouse de Marcus 3 mois plus tôt. Son visage était émacié, ses yeux creux. L'orange de la prison ne lui allait pas. « Pourquoi êtes-vous ici ?» croassa Edgar à travers la vitre de visite. « Je voulais que vous compreniez quelque chose. » Marcus dit « Cette nuit où vous êtes venu chez moi avec vos hommes, vous pensiez avoir affaire à un papa de banlieue qui se coucherait ? Vous pensiez que votre argent et vos connexions vous rendaient invincible ? Vous avez tout détruit. Non, vous avez tout détruit. Je me suis juste assuré que tout le monde le voit. » Marcus se pencha en avant. « Vous vous en êtes pris à mon fils. Vous avez filmé son humiliation et l'avez répandu sur Internet. Vous avez envoyé votre garçon le terroriser à l'école. Et quand ça n'a pas suffi, vous avez amené 8 hommes chez moi pour nous donner une leçon. Je comprends, j'ai fait une erreur, vous avez fait un choix, et maintenant, vous vivez avec les conséquences. » Marcus se leva, profitez de la prison. « Edgar, j'entends que les criminels en col blanc n'ont pas la vie facile. » Il sortit sans regarder en arrière. Le procès dura 6 semaines. Abel Owen témoigna, protégé par des marshals fédéraux, enfin libéré de la peur qu'il portait depuis des années. Calvin Sheldon témoigna sur l'accord commercial qu'il avait ruiné. Francisco Hogan témoigna sur la propriété de sa mère. Un défilé de témoins, chacun ajoutant une brique au mur, se construisant autour d'Edgar McBride. Le jury délibéra moins de 4 heures. Coupable sur tous les chefs, la sentence vint 3 semaines plus tard, 35 ans de prison fédérale. Aucune possibilité de libération conditionnelle. Marcus regarda la couverture médiatique avec Caleb à ses côtés. Le garçon avait changé au cours des mois passés. Il se tenait plus droit, parlait avec plus de confiance. Les ombres dans ses yeux avaient commencé à s'estomper. « C'est fini maintenant ?» demanda Caleb. « La partie légale l'est. Edgar va passer le reste de sa vie en prison. Probablement.
Et Tran, Marcus réfléchit à la question. Sa mère l'a emmené hors de l'État. D'après ce que j'entends, il est dans un internat de style militaire maintenant. S'il apprend quelque chose de tout ça, il haussa les épaules. C'est à lui de décider. Tu penses qu'il reviendra un jour? Essayer de se venger. Peut-être un jour, mais d'ici là, tu seras prêt pour lui? Caleb hocha lentement la tête. On peut recommencer l'entraînement? Pour de vrai cette fois? Marcus sourit. Je pensais que tu ne demanderais jamais. Un an plus tard, Marcus Phillips se tenait dans le centre d'entraînement nouvellement agrandi, observant sa classe avancer d'autodéfense, travailler des exercices de combat. L'entreprise avait triplé de taille depuis l'arrestation d'Edgar. Il s'avéra que faire tomber l'homme le plus corrompu de Cedar Falls était une excellente publicité. Gustavo Hamilton s'était relocalisé définitivement, gérant le côté conseil en sécurité des opérations. Abel Owen, son témoignage complet et ses démons exorcisés, était devenu un instructeur enseignant la sécurité en construction à de jeunes entrepreneurs qui voulaient faire les choses correctement. Et Caleb, maintenant 13 ans, mince et concentré, travaillait ses techniques de 3e degré dans un coin, ses mouvements précis et contrôlés. Le téléphone de Marcus vibra, le numéro de Jacqueline Pierce. « Les félicitations sont de mise, dit-elle. La cour d'appel vient de confirmer toutes les condamnations. McBride est fini? Et j'ai vu. Merci pour tout, Jacqueline. Merci à vous. Cette affaire a fait des carrières. Plus important, elle a protégé beaucoup de gens qui n'avaient personne d'autre pour se battre pour eux. Après avoir raccroché, Marcus alla où son fils s'entraînait. Prends une pause. Caleb attrapa sa bouteille d'eau, respirant fort. Quoi de neuf? Tu te souviens de ce que tu m'as demandé au début de tout ça? Sur quand McBride paierait vraiment pour ce qu'il a fait? Ouais. Marcus posa une main sur l'épaule de son fils. Il a payé. Sa famille a tout perdu. Son héritage est détruit. Chaque personne qui l'a blessé a pu le voir tomber. Et toi, tu as vu que les tyrans ne gagnent pas à la fin, pas si quelqu'un est prêt à leur tenir tête. Caleb fut silencieux un moment, puis « Je veux tout apprendre. Ce que tu sais, papa, pas pour blesser les gens, mais pour protéger les gens, comme tu m'as protégé. » Marcus sentit quelque chose de chaud se répandre dans sa poitrine, de la fierté. Oui, mais quelque chose de plus, quelque chose comme de l'espoir. Alors mettons-nous au travail. Le soleil du soir projetait de longues ombres sur le sol du centre d'entraînement, tandis que père et fils reprenèrent leur pratique. Dehors, Cedar Falls guérissait lentement, imparfaitement, mais guérissait quand même. Les fonctionnaires corrompus qui avaient permis l'empire de McBride avaient été évincés par les urnes, les bâtiments qu'il avait construits négligemment étaient inspectés et renforcés, les gens qui l'avaient intimidé parlaient enfin librement, et dans une prison fédérale à des centaines de kilomètres de là, Edgar McBride était assis dans sa cellule, dépouillé de son argent, de son pouvoir, de sa famille et de sa liberté, tout ça parce qu'il avait sous-estimé un homme tranquille qui avait passé sa vie à apprendre à se battre. Certaines leçons, réfléchit Marcus, ne s'apprenaient que dans la douleur. Il corrigea la posture de Caleb, coude plus serré, poise en avant, et regarda son fils s'ajuster sans se plaindre. Mieux, encore. Caleb se repositionna, yeux concentrés, prêt, encore. C'est ici que notre histoire se termine. Partagez vos pensées dans la section des commentaires. Merci pour votre temps précieux. Si vous avez aimé cette histoire, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne. Ça m'aiderait beaucoup. Cliquez sur la vidéo que vous voyez à l'écran et je vous verrai